Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Et voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Nous vous avons dévoilé le palmarès de la 43e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo en début de semaine. Nous reviendrons dans cette édition sur la soirée de gala qui s'est déroulée mardi soir. L'enfance vulnérable au programme de sessions plénières et de tables rondes sur le campus de Sciences Po Menton. Nous vous amènerons ensuite dans les allées de l'Agora des métiers. Et à la fin de ce journal, nous retrouverons notre invité de la semaine, Christian Tornator, le directeur d'épreuves du Rallye Monte-Carlo. C'est une consécration dans une vie d'artiste de cirque, décrocher une récompense au Festival international de Monte-Carlo. Mardi soir, les prix de l'édition 2019 ont été officiellement remis aux lauréats. Une soirée de gala exceptionnelle sur laquelle revient Patricia Navarro. Si la proclamation des résultats intervient traditionnellement 2 jours avant la remise des prix, la soirée de gala du Festival international du cirque n'en reste pas moins un moment magique et unique pour les artistes primés. Cette année, tous les regards étaient tournés vers Martin Lassie Jr. Avec ses fauves, il a décroché pour la première fois de l'histoire du festival un clown d'or doublé d'un prix extraordinaire. Il faut dire qu'il a ébahi les spectateurs, petits et grands, venus au festival. Le lien qui l'unit à ces animaux est tout simplement incroyable. Pas de fouet ici pour les dresser, mais seulement des gestes tendres, des paroles et de l'amour par-dessus tout. Sur la première marche également du podium du 43e Festival international du cirque, celui qui a donné un caractère féerique à cette édition. Yahiradze est un enchanteur. Entouré d'une troupe de danseurs et acrobates, il a proposé plusieurs tableaux tout aussi poétiques que flamboyants. Du numéro White Block inspiré du lac des Cygnes aux incroyables transformistes sortis des précieux œufs de Fabergé, il a littéralement envoûté le public. Les clowns d'argent sont au nombre de 4 cette année. Les disciplines aériennes et acrobatiques ont été largement plébiscitées avec la troupe Alief et son grand tableau d'artistes volants sur le thème de Dante. Fidèle parmi les fidèles du festival, la troupe acrobatique de Chine est venue en force avec notamment un numéro de triple mât. La double balançoire russe de la troupe Filinov décroche également l'argent, ainsi que le duo puissant et impressionnant des Just Two Men qui présentent de difficiles équilibres à l'aide de sangles aériennes. 6 clowns de bronze ont été décernés cette année. Le duo Nicolas et Charlotte a ainsi été récompensé. Un moment très émouvant pour le jeune Nicolas Gelmoni qui est originaire de Monaco. Ils ont peut-être la tâche la plus difficile au cirque, faire rire le public. Les clowns de Without Socks et César Diaz repartent eux aussi avec du bronze. Tout comme les enfants de la famille de Joy Gartner et leurs éléphants, les pachydermes réalisent d'imposantes pyramides pendant que les jeunes artistes multiplient les pirouettes. Citons enfin les 2 derniers clowns de bronze, le duo The Owl and the Pussycat et le quatuor Prix l'Épine. Passé la compétition, les vainqueurs se produiront encore jusqu'à dimanche sous le chapiteau. Et pour tous ceux qui en redemanderaient, sachez que le week-end suivant, ce sont les meilleurs espoirs du cirque qui seront en piste pendant 2 jours, les 2 et 3 février, lors du festival New Generation. Direction Menton et plus précisément sur le campus de Sciences Po où se déroulent en ce moment des sessions plénières et des tables rondes organisées en partenariat avec la coopération internationale de Monaco sur le thème Enfance vulnérable. Les explications de Fabien Bonilla. Sciences Po, dont le siège est à Paris, a établi 7 campus géographiques en France. Celui de Menton est consacré au Moyen-Orient et à la Méditerranée. Eh bien, dans le cadre du partenariat entre le gouvernement monégasque et Sciences Po, la direction de la coopération internationale organise tous les ans sur ce campus mentonné l'école d'hiver, destinée à sensibiliser les étudiants de première année aux enjeux de l'aide au développement et de la solidarité internationale. Le thème cette année, l'enfance vulnérable en Afrique et au Moyen-Orient, notamment concernant les problèmes de santé et de nutrition.
De nombreux experts internationaux sont présents cette semaine, comme le cofondateur de Handicap International, la représentante du Programme alimentaire mondial auprès de la France et Monaco, ou encore le responsable du paludisme au sein de l'OMS. Ces sessions plénières et tables rondes sont destinées à 130 étudiants de 50 nationalités différentes. C'est extrêmement important parce que c'est un plaidoyer pour la jeunesse et également pour que la jeunesse puisse après tendre la main à la jeunesse dans les pays en voie de développement. À l'heure actuelle, nous avons une augmentation de la faim dans le monde de 821 millions depuis les 3 dernières années et qui est principalement due au conflit, mais également à une dégradation de l'environnement et également aux désastres naturels. Et nous espérons que les étudiants puissent s'engager plus tard dans ce chemin pour éradiquer la faim dans le monde. Ça nous permet, nous qui sommes surtout sur le terrain, de partager nos expériences avec des jeunes qui sont appelés à évoluer dans le monde humanitaire probablement. On espère d'avoir donné un message positif malgré la dimension critique qu'on a, mais on espère que les jeunes d'aujourd'hui ils vont prendre un peu de leur temps les prochaines années pour essayer de trouver des solutions à un monde très compliqué, très complexe et très injuste que nous avons créé. Table ronde, ateliers thématiques en petits groupes et conférences vont se succéder durant toute la semaine avec la participation des partenaires de la coopération monégasque. L'école d'hiver représente l'un des temps forts annuels de ce partenariat entre le gouvernement princier et Sciences Po. Retour à Monaco pour la 4e édition de l'Agora des métiers qui s'est déroulée mardi à l'auditorium Régnier 3. La matinée était réservée aux élèves de 3e de la Principauté, alors que dans l'après-midi, ce sont les lycéens qui ont investi les lieux. Plus d'explications dans ce reportage. Fiches de renseignement et stylo en main, ils sont prêts à venir recueillir chaque information nécessaire à leur future orientation professionnelle, aussi bien du côté des collégiens le matin que des lycéens. L'après-midi, les profils étaient divers. Tous les établissements scolaires de la Principauté ont répondu présent cette année. Certains, d'un pas assuré, se dirigeaient directement sur les stands qui les intéressaient, alors que d'autres, plus hésitants sur leur avenir, prenaient le temps d'observer. En fait, on se rend compte que quand on a tous les métiers, on part avec des idées précises, mais ça peut être sympa aussi de tourner un petit peu et d'être curieux et de voir ce qui se passe des autres côtés. Et finalement, c'est assez intéressant. Oui, je trouve ça important parce que rien que pour les études, il faut savoir où se diriger parce que après, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais oui, voilà. En tout cas, j'ai trouvé plusieurs idées, beaucoup de choses qui m'ont plu. On apprend à découvrir des nouveaux métiers, on apprend les compétences. Et c'est intéressant, on s'oriente, on apprend ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, c'est intéressant. C'était un peu pioché au hasard, mais quand je suis arrivée, que j'ai vu plusieurs boutiques qui m'ont intéressée particulièrement, du coup j'y suis allée. Et il y a certaines choses que j'ai moins aimées que d'autres, et d'autres que je ne pensais pas qu'ils allaient m'attirer et qui en fait, maintenant ça m'attire. À l'adolescence, il est parfois difficile d'avoir un avis tranché sur son avenir professionnel. Mais avec la réforme du baccalauréat et du lycée, les choix d'orientation sont évoqués de plus en plus tôt. 52 stands étaient à leur disposition cette année, représentant 11 secteurs d'activité. L'objectif des professionnels présents, leur apporter une vision claire et plus précise du quotidien qui les attendra dans leur futur emploi. Elles ont déjà une petite idée sur ce que c'est que le métier. Et voilà, elles vont simplement demander des renseignements sur le cursus, un petit peu sur la paye aussi, sur la pénibilité. Voilà, on sent qu'il y a des questions très ciblées quand même. On a expliqué à tous ces jeunes notre métier, l'évolution du métier, les études qui sont à faire pour arriver au cursus, à la fin du cursus. Et également tous les débouchés qu'ils pouvaient avoir dans la vie et également toutes les sociétés ou cabinets et postes auxquels ils pourraient prétendre par la suite. De précieux conseils sur des secteurs d'activité porteurs en Principauté et qui, espérons-le, auront suscité de nouvelles vocations auprès des jeunes. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images.
Le prince souverain a inauguré la nouvelle exposition de Anna Tsarev au Palazzo Leonardo. Il s'agit ici d'un dialogue artistique entre l'artiste croate et l'artiste Karol Bruton. Deux visions, deux pratiques, deux écritures. Anna Tsarev trouve son inspiration sur la terre et décrit le jardin qui l'entoure. Ces fleurs géantes et envoûtantes ont un effet théâtral qui plonge le spectateur dans un univers féminin et bienveillant. Karol Bruton observe quant à elle les mouvements incessants de la lumière et de l'oxygène à travers la mer et retranscrit ses observations des profondeurs de l'eau. Elle décrit son ressenti au cours de baignades quotidiennes dans la Méditerranée. Une immersion donc entre terre et mer pour cette exposition, avec pour toile de fond la côte et sa lumière. Une exposition à découvrir de toute urgence au 10 avenue des Ligures à Monaco. Je vous propose à présent de rejoindre Vanessa Dessy pour notre séquence L'invité de la semaine. Elle est aux côtés du directeur d'épreuve du rallye Monte-Carlo, Christian Tornator. Bonjour à tous, j'ai à mes côtés l'invité de la semaine, le directeur de l'épreuve du rallye Monte-Carlo, Christian Tornator. Bonjour. Bonjour. Merci Vanessa. de nous recevoir à nouveau en plein cœur de cette direction de course. Oui. Elle n'est pas encore tout à fait terminée, mais ça ne va pas tarder. Alors, nous sommes à 24 heures du grand départ de cette 87e édition du Rallye Monte-Carlo, qui garde comme ville-étape Gap, y compris la cérémonie de départ. Et oui, la cérémonie de départ aura lieu demain soir à 18h50, je crois, de la place des Michels, parce que, en fait, le promoteur du WRC a fait sa présentation générale à Birmingham samedi, il y a 15 jours, et a présenté les nouvelles écuries, les nouvelles livrées des voitures, les nouveaux équipages, et n'est pas venu à Monaco jusqu'à présent, et l'année dernière notamment, on avait fait ça à Monaco. Donc ça avait généré la venue de tous les équipages, et ça nous a arrangé de faire un départ de Monaco, comme c'est la tradition. Cette fois-ci, personne ne venant à Monaco, on s'est dit on va essayer de faire quelque chose un peu différent, et puis on s'est décidé de partir de Gap. Ça fait beaucoup plaisir aux Gapençais d'ailleurs. Ah, on imagine. Christian Tornator, également une nouveauté sur Monaco. Le fait que, évidemment, le rallye Monte-Carlo ne prend pas son départ en principauté. Une grande fête sur le port Hercule est prévue. Oui, enfin une grande fête, j'espère qu'il y aura surtout du monde. On met en place un écran géant sur le quai Albert Ier, justement sur l'emplacement de l'arrivée et du podium d'arrivée finale. Et il y aura aussi quelques stands de boissons chaudes, d'aliments locaux, régionaux. Et je pense que ça peut attirer beaucoup de monde puisque les gens de Monaco ne participent pas au départ en fait. Alors un mot peut-être sur les nouveautés du règlement FIA 2019. Cette année, le WRC2 est scindé en deux, on peut l'expliquer ? Oui, WRC2, alors WRC2, il n'y a pas beaucoup d'engagés déjà. C'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que ça s'est déclenché tard. Ça permet, alors le WRC2 Pro, par rapport au WRC2, permet aux écuries et donc aux constructeurs qui vont marquer des points de les engranger au titre des constructeurs. Donc ça leur permet d'avoir plus de possibilités de marquer et d'être champion à la fin de l'année, marquer ses points. Le WRC2, c'est un championnat à part, mais le WRC2 Pro est entre les deux. Alors, évidemment, on ne va pas évoquer le programme dans sa continuité, ça serait un peu trop long, mais j'aimerais quand même un petit focus sur ces deux épreuves spéciales de nuit, notamment cette première avec une parcelle qu'on a déjà vue en 2014, il me semble. Ouh là là, oui, alors la première spéciale, c'est la Bréole-Selonnais, mais Selonnais dans les gorges de la Blache se termine avec la traversée du village de Selonnais. Et c'est vrai que ça reprend le départ des anciens Selonnais-Bayon ou Selonnais-Brésiers. Sur le début, c'est l'ascension du col des Filices, et puis une descente pas très rapide sur la départementale. Donc on va arriver très vite sur Selonnais. La traversée du village, on a mis une protection en 90 mètres de blocs de béton en protection pour éviter des sorties de route, on va dire, qui seraient dommageables quand même. Et puis après, on revient sur la ligne de départ ancienne, avec une succession de bosses, de trous et de bosses qui sont des jumps que l'on ne retrouve que là, dans le rallye Monte-Carlo. Et c'est une partie qui est entièrement verglacée, je ne dis pas à longueur d'année, mais à longueur d'hiver. Et je pense qu'on va avoir des surprises. Et en revanche, la deuxième épreuve de la nuit, qui s'appelle Avançon Notre-Dame-du-Lot, elle est je dirais qu'on peut venir à pied de Gap. Et on garde évidemment la Power Stage, la cabanette, Col de Rose, classique. Oui, moi elle ne me plaît pas. Elle ne me plaît pas du tout. Elle est vrai. derrière Pour vous, quelle c'est raison vrai. Je trouve que la première partie est trop hachée, trop
Puis elle est en face sud, en plus elle est toujours en plein soleil. Alors je souhaite qu'elle soit dans le mauvais temps. Je ne connais pas toutes les prévisions météo. Je pense que ça ne sera pas très bon. Mais on est toujours en face sud. Donc c'est sec jusqu'au col de l'Orme. Et à partir du col de l'Orme jusqu'au col de Brosse, pratiquement, c'est verglacé. Alors c'est très contrasté comme spécial. Et moi, elle ne me plaît pas. Mais bon, c'est un avis personnel. Mais c'est exactement la même que l'an dernier. Et on aura fait un regroupement sur Peracava auparavant pour repositionner les voitures. Une cérémonie de remise des prix, cette fois-ci fini le Palais Princier, qui revient sur le port Hercule cette année. Oui, alors le port Hercule, on a toujours fêté l'arrivée des voitures de course sur le quai, que ce soit sur le quai des États-Unis, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. On a toujours tendance à l'oublier. Et c'est vrai qu'après, on allait traditionnellement en place du Palais. Cette année, du fait que nous arrivons le 27 janvier, donc jour de Sainte Dévote, la fête de notre sainte patronne, il y a une cérémonie religieuse le matin. On ne peut pas installer le podium d'arrivée finale. Donc on sera sur le Calvaire Premier, pas loin de l'Automobile Club de Monaco en fait. Christian Tornator, merci pour cet éclairage. On vous souhaite évidemment un très bon rallye. Oui, et beaucoup de mauvais temps. Et sachez que nous serons au rendez-vous, car vous pourrez suivre la cérémonie de départ ainsi que la remise des prix en direct sur Monaco Info. Et grande nouveauté, également, vous pourrez découvrir la première épreuve spéciale commentée. C'est une exclusivité pour Monaco Info. Alors surtout, soyez au rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est bien pris, Vanessa. Vanessa Dessy, que vous pourrez retrouver jeudi à partir de 18h40 sur notre antenne, aux côtés de Frédéric Elion, Dominique Poulain et Franck Phillips, pour le coup d'envoi en direct de ce 87e rallye Monte-Carlo. Et justement, quel temps fera-t-il ces prochains jours? La réponse tout de suite avec les prévisions météo. Bonne nouvelle, le soleil est de retour après la pluie, le beau temps. La journée de jeudi confirme l'adage avec un grand ciel bleu, aucun nuage à l'horizon. Vendredi sera également une journée agréable avec de belles éclaircies, tout comme le week-end qui sera lumineux et ensoleillé avec une remontée des températures, 11 degrés pour les maximales samedi. La semaine s'annoncera également sous les meilleurs auspices avec du beau temps lundi et mardi. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur Monaco Info.